La crise sanitaire rebat les cartes de l'économie, les rapports humains, les relations dans l'entreprise. Chaque pays prend conscience des risques environnementaux, celui du climat, mais aussi celui de la santé. Dans ce contexte, la France n'échappe pas à ces interrogations et la proximité territoriale, l'ancrage des populations et la réindustrialisation de la France viennent nourrir la réflexion, et elle est d'autant plus avec une acuité importante que se profile évidemment un grand scrutin en avril prochain. Quelles urgences, quels impacts, quelle influence pour l'avenir de l'économie française et pour le développement durable? Nous n'avons pas cet après-midi évidemment la prétention de pouvoir apporter toutes les réponses, ni de mettre au point toutes les clés pour l'avenir. Nous pourrons sûrement donner un écho à l'étude de mars 2021 de l'Institut Montaigne qui portait sur le rééquilibrage du développement des territoires et permettant au sein de cet opuscule d'aborder une comparaison européenne et notamment sur le rôle actif des régions et de la déconcentration nationale de l'action. Nos intervenants seront là pour nous permettre de comprendre dans un premier temps les enjeux, puis dans un second temps, voir illustrer par le concret les besoins pour assurer une réindustrialisation sur les territoires. Mais dans un premier temps, je ne pouvais pas ne pas accueillir Jean Arthuis, ancien ministre, sénateur, député européen, président d'Euro-App Mobility. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous partageons une région de cœur, celle de la Mayenne, et je l'en remercie. Il a la gentillesse de m'appeler de temps en temps ou réciproquement, demander des nouvelles personnelles et je lui en sais gré. Mais c'est surtout comme ancien élu local, puisqu'il a débuté évidemment sa carrière comme élu local, puis comme sénateur, puis comme ministre, puis comme député européen. Et donc il a, je crois, une vision extrêmement grande, extrêmement large de ces problématiques de l'économie, du territoire, de la proximité. Et évidemment, c'est un grand observateur de l'économie en général, de l'évolution des choses, évidemment, dans notre monde. Alors, cher Jean Arthuis, monsieur le ministre, évidemment, vous avez carte blanche pour aborder avec nous l'ensemble, avec les personnes qui sont branchées derrière leurs ordinateurs. Il y en a plus de 150 à l'heure où on se parle, en distanciel. Évidemment, des sujets qui vous sont chers, parce que je crois qu'aborder toutes les problématiques que je viens d'évoquer, c'est sûrement parler de la gouvernance publique, c'est sûrement parler de la décentralisation et des territoires, c'est sûrement parler des financements, de l'industrialisation, de la formation professionnelle. Je sais que c'est un thème qui vous est cher, développement durable et sûrement beaucoup d'autres sujets. En tout cas, carte blanche à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir convié à cet exercice de partage de réflexion. Et les miennes sont fondées sur l'expérience que m'ont donné les différents mandats publics que j'ai exercés, au plan local, au plan départemental, au plan national et puis au plan européen. Et n'oublie pas que les premiers pas professionnels étaient dans l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, l'audit, et que j'appartiens à cette grande famille des professions libérales. Mais j'ai été attiré par l'exercice de mandat public. Et finalement, je m'y suis consacré totalement, assez rapidement. J'ai sans doute manqué à ce qu'aurait pu être une carrière professionnelle, mais je ne regrette pas cette expérience. Nous sommes dans un contexte particulier. Je pense qu'on commence à entrevoir une sortie de crise. La pandémie est encore là. Oui. Mais cette pandémie a sans doute été l'électrochoc dont avait besoin notre société pour commencer à faire bouger les lignes. L'État-providence a repris du service, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Jusque-là,
On essayait de tenir les cordons de la bourse et c'était toujours très compliqué de trouver quelques milliards d'euros. Et là, soudainement, l'argent a coulé à flot. Comme disent certains, pour 1 milliard, on n'a plus rien. Eh oui. Et cet argent n'est pas de l'argent magique. C'est un argent qui résulte de création monétaire. Les États ont eu raison, je crois, de prendre la mesure de leur devoir, c'est-à-dire assurer la sécurité des citoyens et prévenir ce qui eût été un collapsus économique, dont le redressement eût été pour le moins extrêmement dramatique. Mais cet argent, c'est de la dette publique. Et il faudra bien qu'un jour, oserais-je dire qu'on la rembourse, je ne suis pas sûr. Car en fait, l'État ne rembourse jamais sa dette. Lorsque les emprunts viennent à échéance, comment sont couvertes les échéances? Par l'émission de nouveaux emprunts. C'est ce qu'on appelle rouler la dette. Mais pour le moins, il serait bon de stabiliser le poids de la dette par rapport au PIB. Aujourd'hui, c'est pas grave la dette, puisqu'il n'y a pratiquement plus de taux d'intérêt. C'est vrai. Mais cette situation est-elle durable? Je pense qu'il y a encore devant nous quelques années de taux d'intérêt presque symboliques. Mais il serait sain qu'un jour, les épargnants trouvent une rémunération du sacrifice qu'ils font en mettant de côté une partie de leurs ressources. Donc nous sommes dans un contexte de globalisation, de mondialisation, qu'on n'a pas toujours anticipé. On en a tiré des avantages immédiats, par exemple d'offrir aux consommateurs des biens de consommation à des prix défiant toute concurrence. Et c'est comme ça, je me souviens d'un rapport que j'avais fait en 1993, j'étais rapporteur général du budget au Sénat, sur les délocalisations d'activités et d'emplois. Je me suis fait enguirlander par tous mes amis. Et à la vérité, je sentais venir une sorte de schizophrénie. J'étais encore expert comptable. Et j'étais maire de Château-Gontier, dans ce si beau département de la Mayenne, Qu'on évoquait. qui nous est commun. Et je me disais, au fond, le maire ne peut pas supporter qu'une entreprise disparaisse. Parce que l'entreprise, c'est l'emploi, accessoirement, c'est de la taxe professionnelle, c'est la vie locale. Mais l'expert comptable, qui conseille son client, est-ce qu'il ne peut pas lui suggérer de délocaliser une partie de ses activités parce qu'il produira à moins cher, il optimisera ses marges? Et donc, j'avais commis ce rapport pour essayer de souligner nos contradictions. On veut consommer à bon marché, on n'arrête pas d'améliorer le statut du travail, la durée du temps de travail. On a beaucoup fait pour caresser dans le sens du poil l'opinion publique et nos concitoyens, et on est entré dans des démarches de très court terme en général. Donc je pense qu'aujourd'hui, ceci est en cours de révision, et j'espère que nous allons prendre les bonnes décisions. Je crois, vous avez évoqué la gouvernance. Oui. Je pense que toutes les difficultés, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une juridiction, d'une chambre consulaire, d'une école, d'un lycée, d'une université, nos problèmes sont des problèmes de gouvernance. Quand la gouvernance est posée sur des principes salutaires, tout fonctionne bien. Et s'agissant de la gouvernance publique, je pense que nous avons des marges de progression considérables. Alors, quelles sont ces marges en définitive, Alors, et qu'est-ce qui nous permettrait d'aller vers Vous évoquez les territoires. Nous sommes dans un système hyper centralisé. Et nous avons établi une sorte de dépendance à l'État, à la décision qui est prise sur le plan national, donnant aux citoyens une attitude de revendication et peu d'aptitude à assumer une responsabilité citoyenne. On attend que l'État décide de tout. Et ça vous fait une société qui se fractionne. On a parlé de l'archipel français. Et chacun revendique à l'égard de l'État pour améliorer son sort, comme si l'État pouvait tout. Je pense qu'il va falloir sortir de cette situation. Il est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir est concentré au plan national. Et les grands corps de l'État, je pense au Conseil d'État, je pense à la Cour des comptes et quelques autres grands corps, ont tendance à vouloir absolument conserver ces prérogatives. Ils y sont encouragés par les syndicats, qui n'existent plus à la vérité qu'au plan national et dans la fonction publique.
Oui. Et ceci fait que l'on gouverne par des textes d'une complexité folle. Et comment voulez-vous innover dans un monde où tout est réglementé, tout est encadré? Je pense qu'il faut que l'on retrouve des marges de liberté et de responsabilité. Il faut déconcentrer. Le gouvernement a commencé à opérer des déconcentrations, mais on sort d'une telle culture. Le préfet qui veut prendre une décision est à chaque fois obligé de remonter ce qu'il envisage de faire au ministère de l'Intérieur, qui consultera son collègue de l'Agriculture, ou bien de la Santé, ou bien du Travail. Et on a du mal à en sortir. Alors, est-ce que les exemples de quelques pays environnants qui sont structurés sur des Landes en Allemagne, il faut des régions décentraliser, en Italie, il faut déconcentrer, il faut redonner du pouvoir au plan local. Mais pour que le pouvoir soit exercé au plan local, encore faut-il qu'on ait de vraies communes. Il y en a trop ? En France, nous avons pratiquement 35 000, c'est-à-dire autant que dans l'ensemble des autres pays de l'Union européenne. Au plan budgétaire, il y a en France, je crois, 95 000 opérateurs publics, alors qu'en Allemagne, il y en a tout juste 15 ou 16 000. Donc c'est un éclatement, un fractionnement. Et ces communes, dans leur grande majorité, sont absolument incapables d'assumer de nouvelles responsabilités du fait d'une décentralisation. Alors on a imaginé des regroupements multiples, de l'intercommunalité. Ceci fait qu'on a un millefeuille et que le citoyen ne sait même plus qui fait quoi. Je pense qu'il serait courageux d'encourager les communes à se regrouper pour les ramener à un chiffre plus limité et de permettre à chacune d'elles d'assumer pleinement des responsabilités territoriales. Je pense que les régions ont une vraie vocation pour coordonner la vie économique, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Donc j'appelle de mes voeux une très large déconcentration pour les services de l'État, mais parallèlement et simultanément une très large décentralisation pour redonner des marges de liberté et de responsabilité, parce qu'objectivement, la liberté, c'est l'école de la responsabilité. Mais si, évidemment, votre vœu est exaucé, ça veut dire que, quelque part, l'État central s'appauvrirait au profit des régions qui, elles-mêmes, géreraient, en définitive, des territoires de façon plus importante, avec des recettes directes et des dépenses directes. Il ne s'agit pas de s'appauvrir. Il s'agit de permettre à l'État de bien faire ce qui relève de l'échelon national. Et à cet égard, je pense qu'il y a certaines prérogatives que l'État veut exercer aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, qui échappent à la souveraineté nationale. L'Europe, je crois beaucoup pour l'Europe. À l'heure de la mondialisation, si nous voulons garder nos prérogatives de souveraineté, certaines d'entre elles doivent être partagées à l'échelon européen. Pensez-vous que lorsqu'il s'agit d'économie du numérique, de l'intelligence artificielle, de défense, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de protection du climat, de transition écologique, de migration, pensez-vous que l'État, nation seul, est en mesure d'assumer efficacement ses prérogatives? Je pense qu'il y a urgence à reconnaître une souveraineté européenne, qui est une souveraineté partagée. Et ça, c'est un des grands enjeux, me semble-t-il, pour les années qui viennent. Donc l'État doit pouvoir s'alléger pour mieux assumer ses responsabilités. On parle souvent du principe de déléguer au territoire ce qu'il pourrait plus efficacement assumer. Je pense qu'il y a là une urgence. On a, c'est vrai, dans les années 80 et 90, en partie décentralisé. Mais c'est une époque où il y avait des impôts locaux. Or, depuis 40 ans, les grandes réformes fiscales qu'on a accomplies ont eu pour objet de supprimer les impôts locaux, parce que ce sont les seuls impôts que les citoyens ont conscience de payer. Bien sûr, puisqu'il y avait une contrepartie immédiate. Il y avait là quand même une petite démagogie. Alors c'est vrai que la répartition de l'impôt à l'échelon local, quand vous avez 35 000 communes, c'est un exercice pratiquement impossible. Ouais. C'est aussi une raison supplémentaire pour regrouper, pour faciliter cette répartition de l'impôt. On s'étonne qu'il y ait peu de participants aux élections locales. Il me semble que l'impôt est au cœur de tout pacte communautaire, qu'il s'agisse d'un pacte de la République
ou bien de collectivités territoriales. Si vous voulez intéresser les citoyens, je pense qu'il faut qu'ils aient conscience de ce qu'il leur en coûte de déléguer leur pouvoir à une équipe de conseillers municipaux, de conseillers départementaux ou régionaux. Alors, lorsqu'on est sur l'échelon local, vous le disiez tout de suite, un maire, on va dire un conseiller général, pardon, un conseiller départemental, voilà que je ne nomme plus les gens comme il le faut. L'une de ses préoccupations, c'est évidemment à la fois la fixation de sa population, mais aussi le fait qu'il y ait, pour la fixation de cette population, un emploi, des emplois. Alors, voilà. Alors, les emplois, il y en a qui existent, évidemment. Parfois et localement, l'hôpital local est souvent le premier employeur du canton, du département, pas toujours, mais enfin au moins du canton. Mais on manque aujourd'hui, et la crise nous l'a mis en exergue, que l'industrie en France avait disparu. C'est-à-dire que, moi je me rappelle, étudiant, le secteur secondaire, c'était 22-23% de l'économie française. Aujourd'hui, on doit être à 8% de l'économie. Vous vous souvenez de la déclaration provocatrice d'un grand patron du CAC 40 qui prenait l'entreprise sans usine? Oui. Mais alors, elle existe quelque part. Oui, alors, bon, il faut s'interroger aussi sur ces phénomènes de délocalisation. Je pense que ça fait partie de la globalisation. Il faut être dans les échanges mondiaux. Mais parce qu'on est dans un environnement européen et largement mondial, il faut essayer d'être cohérent. Et ce que je constate, c'est que pour assurer l'équilibre de nos finances publiques, nous avons à la fois des impôts payés par les ménages et des impôts payés par les entreprises, qu'on appelle les impôts de production. Quand on est ministre des Finances, je l'ai été, c'est très commode d'aller devant l'Assemblée nationale ou le Sénat en disant « Écoutez, voilà, on demande un effort, une partie sera à la charge des ménages, l'autre partie sera à la charge des entreprises. » Mais y a-t-il un seul impôt à la charge des entreprises qui n'est pas répercuté sur le prix demandé aux ménages? La réponse est non. C'est un sophisme dont il faudrait se libérer le plus rapidement possible. Ouais. Mais en maintenant des impôts sur les entreprises, on alourdit le coût de la production et on encourage, à défaut de programmer, la délocalisation, la désindustrialisation. C'est-à-dire que quelque part, on rend non compétitifs Absolument. nos Alors, entreprises. ça ne suffit pas, il n'y a pas que le coût du travail. Mais très franchement, nous sommes dans un système, quand on parle de supprimer les impôts de production, on pense à la taxe locale sur les entreprises, on pense à la C3S, Oui. qui doit représenter 3 milliards, c'est-à-dire peanuts. Pas grand-chose. Les impôts de production sont aussi les charges sociales qui financent la santé et la famille. Santé et famille, c'est une œuvre de solidarité nationale. Qu'est-ce qui justifie que ce soit les salaires et les revenus du travail qui soient les assiettes de cotisation? Des pays du nord de l'Europe, je pense au Danemark, qui en 87, sous accord syndical total, a supprimé les charges sociales et passé la TVA à 25%. Alors chez nous, il y a un tabou à propos de la TVA. Naturellement, si on supprime les charges sociales, l'idéal serait de réduire la dépense publique. Mais je demande d'attendre un peu et de constater qu'on l'a effectivement réduite. C'est un exercice très délicat. En tout cas, il faut trouver une ressource de compensation. Moi, j'ai proposé depuis très longtemps qu'on augmente la TVA, parce que c'est le seul impôt que paient les produits et les services importés. Puisque, en application des accords de libre-échange, il n'y a pratiquement plus de droits de douane. Donc, comment n'arrivons-nous pas à faire un peu de pédagogie pour sortir de nos archaïsmes de pensée? Alors, on supprime les charges sur les bas salaires, moyennant quoi on crée des trappes à bas salaires, et quand vous augmentez les salaires, vous prenez une avalanche de charges soudainement, ce qui est absurde et ce qui est franchement indéfendable. Donc je voudrais que nous sortions de ce tabou qui nous pénalise. Et donc j'appelle de mes voeux que nous soyons capables dans cette République de faire un peu de pédagogie, ce qui suppose qu'on présente les finances publiques aux Français d'une manière claire, ce qui est absolument impossible aujourd'hui. Vous avez d'un côté la sécurité sociale, de l'autre les comptes de l'État, enfin les collectivités territoriales. Ne serait-il pas possible d'avoir une vision globale de l'ensemble des dépenses par nature et des recettes par nature de la sphère publique?
Alors, je retrouve là l'expert comptable qui Un un petit peu, même beaucoup. Mais je ne veux pas donner le pouvoir aux experts comptables. Non, je n'ai pas dit ça. Ils sont là pour rendre lucides ceux qui décident. Ouais. C'est bien d'être lucide, mais s'il n'y a pas de courage, la lucidité ne sert à rien. Ouais. Mais ce que vous traitez en définitive, c'est ce que l'on demande à l'entreprise privée, c'est-à-dire de la transparence Oui. dans une gouvernance équilibrée et en définitive avec un rendu compte vis-à-vis de ses actionnaires, mais qui seraient à ce moment-là les citoyens. Absolument. C'est Absolument. cette démarche-là que j'entends. J'attends qu'il y ait ce débat. C'est d'ailleurs une des propositions que nous avons faites, puisque le gouvernement m'avait chargé de présider une commission de 10 membres pour éclairer la sortie de crise et éclairer la trajectoire des finances publiques. Donc parmi nos propositions, il y a cette nécessité d'avoir une vision globale. J'ai même plaidé pour qu'il y ait une vision patrimoniale de la sphère publique. Or, aujourd'hui, peu d'indicateurs donnent une image de cette situation patrimoniale. D'accord. Donc, en tout cas, le débat sur les présidentielles pourrait peut-être amener un retour À mon avis, de cette idée de, entre guillemets, de TVA sociale. C'est très difficile de parler de TVA sociale. Il y a une espèce de tabou autour de ça. Je m'étonne. Je le vis comme un échec personnel, puisque ça fait pratiquement 30 ans que je l'ai préconisé. Mais parmi les investissements, et tout à l'heure, vous avez souligné l'importance des investissements incorporels. Mhm. Je pense qu'il y en a un qui est majeur si on veut réindustrialiser et retrouver de la compétitivité. J'arrête l'aspect financier. C'est l'éducation et la formation professionnelle. Je suis très préoccupé par le fait que d'année en année, dans le classement PISA, la France est en régression. Il n'y a pas si longtemps, on a publié des chiffres pour reconnaître qu'en 20 ans, parmi les jeunes qui étaient en mesure d'aller vers l'enseignement supérieur, il y avait 10% d'une classe d'âge. Aujourd'hui, on estime que c'est pratiquement 1 ou 2%. Et comment se fait-il que nous soyons laissés entraîner vers la formation générale, vers l'université, parce qu'on avait son baccalauréat, et comme tout le monde a son baccalauréat, tout le monde peut aller à l'université. Ce gâchis de jeunesse et de moyens, faute d'orientation. Et je pense qu'il faut retrouver les vertus de la formation professionnelle. Je crois fondamentalement en l'apprentissage. Mais en France, on s'en est écarté, parce qu'il y avait comme une suspicion à l'égard des entreprises qui étaient supposées exploiter les jeunes. Nous célébrons cette année le cinquantenaire des lois Chaban-Delmas, loi préparée par Jacques Delors. Je pense qu'il y a une voie d'avenir avec la formation professionnelle. Et donc, de réhabiliter l'apprentissage. Ce n'est pas seulement pour des niveaux 3, 4 ou BTS, c'est aussi pour former des ingénieurs. Bien sûr. Un expert comptable, stagiaire, c'est un apprenti. Et ce que je voudrais aussi, c'est que les apprentis puissent, comme les étudiants, bénéficier de mobilité, d'immersion, de partir pendant plusieurs mois dans un autre pays de l'Union européenne ou d'ailleurs, parce qu'ils iraient vers d'autres cultures, d'autres approches, ils auraient une meilleure appréhension du monde, ils sortiraient de leur zone de confort et ils pratiqueraient une autre langue que la langue maternelle. En l'occurrence, ils pratiqueraient l'anglais. C'est une valeur ajoutée extraordinaire, mais c'est très difficile parce que nous sommes prisonniers de barrières, d'obstacles, de freins qui sont juridiques, qui sont financiers, qui sont académiques. Est-ce qu'au moment de la délivrance du diplôme, et là pour les experts comptables et les professions libérales qui ont des autorités ordinales, il y a une réflexion à conduire. Est-ce qu'on délivrerait le diplôme et est-ce qu'on reconnaîtrait les acquis de cette mobilité ? Problème linguistique. Si on veut que ça fonctionne, il faut que nos jeunes puissent partir vers d'autres pays, mais il faut aussi qu'on puisse accueillir des jeunes d'autres pays. Ce sera l'occasion de vérifier si nous sommes intéressants, si nous sommes susceptibles d'attirer des jeunes d'autres pays, parce que venant chez nous, ils apprendront quelque chose, ils enrichiront leur potentiel personnel. Donc c'est un vrai défi. Et puis il y a des freins psychologiques qu'il va falloir lever. C'est pour ça que j'ai créé EuroApp Mobility. Voilà, alors parlons-en un petit peu d'EuroApp Mobility dans ce sujet, en définitive, puisque ça transpire sur la territorialité et sur justement oui, parce tous les que jeunes et l'avenir. Si on veut des territoires compétitifs, il faut que dans les territoires, on trouve des écosystèmes où on va combiner la formation professionnelle avec l'université, avec les grandes écoles qui peuvent être représentées maintenant dans les territoires, avec les centres de formation d'apprentis,
avec les entreprises. Ça suppose aussi que les entreprises assument une part de responsabilité. Il y a encore quelques entreprises qui pensent que puisqu'elles paient des impôts, eh bien, c'est l'État qui doit s'occuper de la formation professionnelle. Je pense personnellement que l'apprentissage, c'est formidable pour préparer des jeunes, pour former des compétences. Mais ça pourrait également se substituer à toutes les actions qu'on a menées, qui coûtaient plus de 30 milliards par an, pour la formation professionnelle des adultes. Je pense qu'on peut requalifier. J'ai visité des centres de formation professionnelle dans le nord de l'Europe, où on rencontrait dans des ateliers de formation aussi bien des jeunes de 18 ans que des hommes et des femmes de 40 ou 50 ans qui étaient en reconversion professionnelle. Donc c'est un fantastique défi. Et je pense que pour réindustrialiser et pour rendre les territoires attractifs, alors réindustrialiser, il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas recréer de l'emploi dans les entreprises avec la réindustrialisation. La réindustrialisation passe par la robotisation, par l'automatisation. En revanche, ce qui se développe, c'est des professions de consultants, des professions libérales, bien sûr, qui viennent apporter leur contribution à ces entreprises. Et c'est là qu'il y a des gisements de création d'emplois. Quant aux professions libérales, je pense qu'elles auraient intérêt, dans certains cas, à se regrouper un peu. Tout à l'heure, on évoquait le président du fonds mutualiste, oui, qui nous accueille aujourd'hui, et parlait des CPTM, des commissions professionnelles des territoires de santé. Depuis le temps qu'on appelle de nos voeux que les médecins libéraux se regroupent à l'échelon des territoires. Et comment, par exemple, organiser des territoires de santé? Aujourd'hui, vous avez une espèce de clivage entre le public et le privé, clivage ridicule, absurde. Donc, il faut aussi que les professions libérales prennent en main l'organisation de ces territoires de santé pour accueillir de jeunes professionnels, éviter ce qu'on appelle les déserts médicaux. Mais on ne va pas mettre un médecin dans chaque commune. Il y a 30 ou 40 ans, un médecin s'installait dans le chef-lieu de canton, c'était formidable. Son épouse servait de secrétaire. Tout ça, c'est fini. N'en parlons plus. Donc, il faut accepter de se regrouper autour de petites villes et d'organiser la vie territoriale autour de ces pôles et d'assumer au plan territorial une vraie responsabilité des collectivités locales qui aient défini des projets ambitieux, qui désirent se prendre en main et qui peuvent attirer des talents, des compétences pour leurs services administratifs, pour leurs services d'urbanisme, pour les services dont on a besoin pour une collectivité dynamique, entreprenante et allant de l'avant. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va redonner au territoire de la vitalité, de l'énergie et de la confiance. Alors, est-ce que tous ces éléments auxquels personnellement j'adhère, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène d'accélération plutôt, par rapport à cette période Covid où on rebat toutes les cartes, où les personnes, les urbains deviennent des rurbains, on se distancie de son lieu de travail, on va chercher des nouvelles formes de travail, en fait, quelque part. Est-ce que ça ne va pas être l'occasion, justement, et est-ce que les collectivités, en définitive territoriales, sont prêtes à réagir par rapport à ce mouvement de population qui est en train de se faire? Je crois, en tout cas, celles qui ne sont pas prêtes, à mon avis, assombrissent leur avenir. Et donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Ce n'est pas l'État qui doit le faire. Ce sont les responsables territoriaux qui doivent prendre la mesure de cet enjeu et se préparer à l'assumer, à créer les conditions. Et c'est vrai, vous l'avez dit, qu'un certain nombre de résidents des très grandes agglomérations sont tentés de venir en Mayenne, par exemple, à Sainte-Suzanne, qui est une belle commune. Très belle commune de la Mayenne. Ou à Château-Gontier. Mais enfin, ce qu'on constate quand même, c'est que partout, on se plaint de ne pas trouver les collaborateurs que l'on cherche. Et il y a aujourd'hui une sorte de pénurie de main-d'œuvre. Alors, il va peut-être falloir se décider à travailler un peu plus longtemps. Très souvent, on compare la durée hebdomadaire du travail. Non, Et on dit, finalement, on est à peu près comme les autres. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de congés et que sur une année, on travaille moins, sensiblement moins. Et si on prend la durée de la vie professionnelle, compte tenu de l'âge de départ en retraite, alors là, on est les champions. Oui. Donc, si on veut retrouver des ressources humaines, parce qu'il n'y aura pas de réindustrialisation sans ressources humaines. Et aujourd'hui, il y a la tentation de revenir vers les territoires, peut-être de quitter les très grandes agglomérations. Alors, essayons d'organiser entre les métropoles
les villes de moindre importance à l'échelon des régions. Essayons de mailler, d'organiser, de coordonner. Sortons de la nostalgie et osons nous projeter dans l'avenir. C'est souvent la difficulté que nous avons. Je l'ai vérifié à l'occasion de ces travaux sur l'avenir des finances publiques. J'ai constaté que dans tous les grands pays de l'OCDE, on faisait des prévisions à 20 ans, 30 ans. Au Canada, on les fait à 70 ans. En France, en dehors du Conseil d'orientation des retraites, on fait des prévisions à 3 ans parce que l'Europe nous demande, depuis qu'on est passé à l'euro, d'avoir des programmes de stabilité. Alors on fait des, comme on est toujours plutôt déficitaire, c'est pas nouveau puisque c'est ça depuis 1974. C'est comme ça que la dette publique est passée de 20% du PIB à plus de 100% à la veille de la crise Covid. Donc on fait des prévisions pour dire à Bruxelles, regardez, nous serons vertueux dans 3 ans, et en fait on ne respecte jamais ces prévisions. Donc prendre un peu de distance, se projeter dans l'avenir et d'inviter les collectivités territoriales à imaginer cet avenir et de prendre la mesure de leurs responsabilités sans tout attendre de l'État. Je pense que pour la mobilité des apprentis, c'est la même chose. On a de grandes difficultés pour le faire parce que ça ne se pratique pas, parce que c'est compliqué. Donc j'espère qu'on va trouver une centaine de CFA qui vont oser le faire. Et ceux qui vont oser le faire, j'espère qu'avec le gouvernement, on va trouver les moyens, peut-être avec les programmes d'investissement d'avenir, puisque on admet que l'incorporel soit dans les investissements d'avenir. On va prendre en charge des référents mobilité, des hommes ou des femmes qui assumeront l'animation du groupe, qui mettront des cours. Parce que si on veut accueillir des jeunes venant d'autres pays, car c'est ça aussi la logique de la mobilité des apprentis, il faut commencer à mettre des enseignements dans nos propres centres de formation d'apprentis en anglais. Sinon, les gens des pays de l'Est, ils ne viendront pas. Moi, j'ai vécu ça dans une opération pilote expérimentale que nous avions lancée quand j'étais député européen. Donc, nous avons de vrais défis exaltants et qui suscitent l'enthousiasme, j'en suis persuadé. Bah écoutez, merci Jean Arthuis, parce que c'est vrai que là, vous venez de tracer en définitive la voie de notre convention, et donc tous ces points que vous venez d'évoquer sont des points majeurs en définitive sur la proximité et la territorialité. On va engager un débat sur l'économie. Ça peut être l'occasion aussi de drainer de l'épargne locale pour essayer de l'orienter. Mais alors là, on a un vrai problème culturel. Il va falloir toute l'expertise et l'aptitude pédagogique des professions libérales pour convaincre nos concitoyens qui ont un peu d'épargne que financer l'avenir, ce n'est pas simplement acheter des bons du Trésor qui financent le déficit public, c'est aussi de participer aux fonds propres des entreprises. Nous sommes d'accord. Je vous propose qu'on arrête notre débat à deux actuel en vous remerciant. Je vais vous inviter à participer à la prochaine table ronde en tant que grand témoin, et nous allons passer à la prochaine étape de notre convention.